Imaginez ce qui se passe quand vous prenez un groupe de 7 soldats d'élite hyper entraînés. Vous les équipez avec tout l'arsenal de pointe que leurs épaules énormes sont capables de porter. Fusil d'assaut, lance-grenades. Et allez, pourquoi pas un fucking canon minigun M134. Et après ça, vous les lâchez dans une jungle hostile d'Amérique centrale bourrée de scorpions, de serpents, de sangliers, et aussi plus d'une soixantaine de guerrieros armés jusqu'aux dents. Sauf que même toute cette armée ne fait pas le poids face à l'expérience de notre petit groupe de 7 qui représente le pinacle de l'humanité, la crème de la crème, les survivants ultimes. Mais imaginez ensuite que vous prenez ces 7 champions du sommet de la chaîne alimentaire et que vous introduisez dans leur écosystème un tout nouvel animal, un plus gros poisson venu d'une autre planète. Quelque chose contre lequel aucun être humain n'aurait pu se préparer. Cette nouvelle force surpasse notre groupe dans tous les domaines. De plus gros muscles, une plus grande taille, meilleure agilité, meilleure furtivité, une capacité de détection supérieure et surtout un niveau de technologie largement plus avancé. Dans ce scénario, le chasseur devient le chassé. L'homme civilisé redevient la proie. Et pour pouvoir détrôner ce nouveau roi de la chaîne alimentaire, le héros n'aura pas d'autre choix que de rejeter la modernité pour revenir à un état primitif et primal. Je sais pas pour vous, mais ça, pour moi, c'est une histoire. Il est incontestable que le Predator occupe le top 5 des créatures de science-fiction les plus marquantes du cinéma. Son character design, réalisé entièrement avec des effets pratiques, qui lui donnent une apparence laide, mais tellement bizarre et fascinante qu'on n'arrive presque pas à détacher nos yeux. Son mode de chasse qui se limite pas à tuer les proies les plus faibles pour se nourrir, mais plutôt à traquer les individus les plus forts, et tout ça même pas pour se nourrir, mais juste pour le sport. La contradiction entre son comportement de guerrier tribal primitif et son niveau de technologie avancé de plusieurs siècles par rapport au nôtre, qui lui permet de voyager entre les systèmes solaires. Ce sont toutes ces particularités qui créent la mystique autour de la créature. Et pendant des années, plusieurs générations de fans ont continué de se demander mais quelle est l'origine exacte du Predator? De quelle planète il vient? Dans quel type de société est-ce qu'il vit? À quoi ressemble sa structure familiale, sa culture, son mode de vie? De quoi est-ce qu'il se nourrit? Ce sont toutes ces questions sans réponse qui ont permis d'alimenter le mythe pendant aussi longtemps, justement. Mais malheureusement, les studios Disney ont mis fin à tous ces débats le jour où ils nous ont dévoilé ceci. Predator Badlands. Un film où le Predator devient le protagoniste principal, mais contrairement à son prédécesseur qui était représenté comme redoutable, charismatique et intimidant, à la place on nous propose une version plus déconstruite. Le héros s'appelle Dec. Le film nous explique au début que Dec est considéré par ses congénères comme inférieur. Il est plus petit, plus faible, plus vulnérable que le reste de son espèce. Et même son propre père, le chef du clan, tente carrément de l'exécuter au début pour restaurer le déshonneur causé par l'existence de son fils. Waouh. Mais les choses prennent un tournant dramatique lorsque le frère de Dec se sacrifie pour laisser une chance au protagoniste de se faire accepter par son clan, en allant compléter un rite de passage sur une planète hostile peuplée de formes de vie assoiffées de sang. Sa mission sera non seulement de survivre tout seul dans cet environnement sauvage, sans aucune aide extérieure, mais il devra aussi réussir à chasser et à rapporter comme trophée le plus grand super prédateur qui vit sur cette planète. Une créature redoutée par son clan et considérée même par son père comme impossible à tuer. Là déjà, avec cette prémisse, on nous vend quelque chose qui place la barre très très haut quand même, dans nos attentes. On comprend que le héros va devoir grandir, progresser et évoluer de façon radicale pour pouvoir faire face à un aussi gros défi. Mais sauf que, devinez quoi? À la fin du film, cette soi-disant créature impossible à tuer se fera finalement tuer hyper facilement. Par un autre personnage qui n'est même pas le protagoniste. Donc on n'aura malheureusement pas cette satisfaction. Mais bon, il restera au moins la revanche du protagoniste contre son père, vu que Dec aura encore la mort de son frère à venger, sauf que là aussi, ça sera résolu en même pas 2 minutes. Puis le film se terminera sur un cliffhanger, révélant que la vraie tête au sommet du clan n'était pas le père. Car le grand méchant patriarcat toxique n'était qu'une façade. Le véritable chef était en fait une chefresse. C'était la mère de Dec. Mais plus sérieusement, s'il fallait résumer le parcours initiatique de Dec, entre la scène de son atterrissage sur la planète sauvage, où à ce moment-là, il était encore présenté comme le plus faible de son espèce, jusqu'au duel final avec son père, où le fils réussit à dominer complètement tous les guerriers les plus expérimentés de son clan, y compris leur chef, enfin le faux chef, entre ces deux points du début et de la fin, qu'est-ce que Dec a réellement appris, concrètement?
Les techniques qui lui permettent de surpasser son père à la fin, là, c'est qui lui a transmis ça? Où est-ce qu'il a développé ce nouveau style de combat? Est-ce qu'il se l'est auto-enseigné? Et dans ce cas-là, à quel moment? Ce n'est jamais montré ou expliqué. Il n'y a rien dans ce film qui justifie une évolution aussi radicale du protagoniste. Et je vais développer. Récapitulons depuis le début. On le voit atterrir sur la planète. Il traverse une forêt, se fait attaquer par des racines tentacules qui essayent de le choper, mais il réussit à s'en tirer en sautant par-dessus pour aller se réfugier en hauteur. Super. Donc on peut dire que là, Deck vient d'apprendre à sauter très haut. Ok, ça fait au moins une leçon apprise. Une épreuve qu'il réussit à surmonter par lui-même. Mais sauf qu'ensuite, quelques minutes après, il fait l'erreur d'aller s'aventurer dans une clairière au milieu d'un champ de plantes venimeuses, qui éclatent en projetant dans tous les sens des dards paralysants. Deck se fait donc immobiliser et devient une proie facile pour une espèce de dragon qui avait installé son nid dans la zone, pour profiter d'une sorte de symbiose avec les plantes venimeuses. Mais juste avant de se faire bouffer par le dragon, Deck réussit heureusement à s'en sortir. Et comment? Eh ben en se faisant sauver la vie au tout dernier moment par la rencontre vraiment très chanceuse avec un autre personnage, Tia, une synthétique, c'est-à-dire un robot androïde envoyé depuis la planète Terre dont la mission était d'étudier l'écosystème de cette planète pour rapporter ces informations auprès de la corporation Weyland-Yutani. Ce qui confirme que oui, l'univers de ce film se déroule dans le futur et il est bel et bien connecté à la série Alien Earth. Mais du coup, comme par hasard, Tia est capable de parler la même langue que Deck, et il se trouve aussi qu'elle connaît la recette de l'antidote permettant de soigner la paralysie des plantes venimeuses. Et à partir de là, la chance continue. Comme par hasard, Tia sait aussi comment retrouver la trace du Kalisk, c'est-à-dire le super prédateur en question que Deck cherche à chasser, justement. Et donc, comme lui a besoin de ces informations à elle, et elle a besoin de se faire fabriquer de nouvelles jambes, les deux finissent par faire équipe. Comme par hasard, au moment où les deux sont sur le point de se faire bouffer par une espèce de calamar géant, ils se font sauver la vie par un autre animal, une espèce de primate mutant avec une super carapace indestructible qui s'était pourtant bagarré avec Deck quelques secondes avant parce qu'il s'était disputé une proie. Et donc ce primate n'avait aucune raison de risquer sa vie pour eux, mais il le fait quand même, heureusement. Comme par hasard, quand Deck finit par affronter le Kalisk, enfin, il est sur le point de perdre, mais il se fait encore sauver par un autre personnage encore, la sœur maléfique de Tia, entre guillemets, qui maîtrise le Kalisk en même pas 2 secondes avec une technologie de congélation. Comme par hasard, après s'être fait capturer par Tessa, qui voulait le rapporter comme spécimen à étudier pour la Weyland-Yutani, Deck se fait libérer par Tia, qui avait été posée sur la table, là, juste à côté du bouton, permettant non seulement de déverrouiller ses menottes, mais aussi d'ouvrir l'arrière du véhicule. Et je pourrais continuer comme ça jusqu'à la fin avec les comme par hasard. D'ailleurs, c'est exactement ce que je vais faire. Comme par hasard, Deck réussit à convaincre une anguille mutante sauvage de travailler en équipe avec lui, en lui donnant juste quelques friandises, pour aller attaquer l'avant-poste de l'armée de synthétiques, là où Tia et le Kalisk sont retenus en captivité. Et cette même anguille mutante finira même par se sacrifier pour sauver la vie de Deck en sautant sur la trajectoire d'un tir de canon plasma. J'espère qu'elles en valaient vraiment la peine, ces friandises. Et enfin, comme par hasard, Deck découvrira que le primate mutant était en fait depuis tout ce temps le bébé du Kalisk, le super prédateur qui était donc une super prédatrice. Mais du coup, grâce à son alliance avec les forces de la nature et au pouvoir de l'amitié, Deck et le bébé Kalisk réussiront à libérer Tia et la maman Kalisk pour ensuite triompher tous ensemble contre l'armée de robots commandée par la sœur maléfique de Tia. Malheureusement, à la fin, la maman Kalisk ne s'en sortira pas, mais heureusement, Deck finira par donner le coup de grâce à la sœur maléfique en utilisant la fameuse technique ancestrale du poignard dans le dos. Et après une ellipse temporelle, dont on ne connaîtra jamais la durée exacte, Deck retournera défier son père en duel, puis réussira encore une fois à triompher grâce à toutes les techniques et les leçons qu'il aura apprises au cours de ce film, c'est-à-dire aucune. Voilà donc la conclusion de Predator Badlands. Maintenant, regardons plutôt comment ça se passe en comparaison avec un vrai scénario écrit par des adultes, c'est-à-dire Predator de 1987. La première vraie épreuve ou difficulté auquel doit faire face notre groupe de protagonistes, c'est la disparition soudaine, brutale et incompréhensible de l'un de leurs coéquipiers, Hawkins. Aussitôt après, notre groupe, qui est maintenant réduit à 6, essaye de comprendre ce qui s'est passé. Sauf que comme la prisonnière est la seule témoin de l'attaque et qu'elle ne leur communique aucune information utile sur l'identité de l'ennemi, Dutch, le leader, donne l'ordre à tout le monde de se déployer pour essayer de retrouver la trace de leur coéquipier. Il faut retrouver le corps de Hawkins. Déployez-vous, 50 mètres d'intervalle. Mais malheureusement, c'était une grosse erreur, et c'est au tour de Blaine d'en payer le prix. Cette fois, l'ennemi est aperçu par l'un des membres du groupe, réduit au nombre de 5 maintenant.
C'est là qu'ils comprennent qu'ils ont affaire à une force qu'ils ne peuvent pas se permettre de sous-estimer. Et donc cette fois, Dutch choisit une stratégie défensive. Il appelle des renforts à travers la radio pour que la cavalerie vienne les chercher, et pour gagner du temps, il donne l'ordre à son équipe d'établir un périmètre de sécurité en installant des mines antipersonnelles tout autour de leur camp. Mais au lever du soleil, ils découvrent que le corps de Blaine a disparu. Il est passé à travers les pièges. C'est là qu'ils comprennent que cette chose ne cherche pas juste à les éliminer, mais à les chasser pour ensuite récupérer leur corps comme trophée. Et le fait que l'ennemi soit passé à travers les mines aussi facilement permet à Dutch d'en déduire une nouvelle information. Il passe par les arbres. C'est ça son truc. En plus de ça, la prisonnière, qui devient leur allié, leur révèle une autre information de haute valeur. Cette chose n'est pas invincible, car elle peut saigner. S'il peut saigner, on peut le tuer. Dutch décide donc d'adopter une nouvelle stratégie. Renforcer le périmètre de sécurité, pas seulement avec de l'équipement moderne, mais aussi avec des pièges rudimentaires. Tu vas pas me dire que tu crois que ce bricolage de Boy Scout va marcher? Il voit les fils des pièges. Mais peut-être qu'il verra pas ça. Et cette fois, ça fonctionne. Enfin, presque. Parce que la chose réussit à s'échapper en faisant une nouvelle victime. Chaque erreur provoque à chaque fois une ou plusieurs conséquences. Et chacune de ces conséquences pousse notre héros à tirer de nouvelles conclusions. Pour Dutch, il est maintenant évident que s'il reste sur place, ils vont tous y passer. Alors il décide d'adopter la solution de dernier recours, la fuite, en fonçant vers le lieu d'extraction où se trouve l'hélicoptère qui est à des kilomètres. Mais Mac et Dillon refusent de fuir et choisissent de rester derrière. Encore une erreur fatale. Dès le moment où le reste du groupe, maintenant réduit à 4, entend le cri qui résonne à travers la forêt, Dutch a la confirmation que cette chose est capable de les dominer, pas seulement un par un, mais même à 2 contre 1. Et quand Billy, qui en a assez de fuir, décide lui aussi de rester derrière pour faire face à la menace, Dutch sait très bien qu'il n'a aucune chance, mais Billy a pris sa décision. Ils sont maintenant plus que 3. Et maintenant plus que 2. Et maintenant plus que 1. Va-t'en! Va à l'hélicoptère! C'est là qu'on assiste au rapport de force qui s'inverse, mais complètement. Imaginez le choc que c'était de voir cette scène dans une salle de cinéma à l'époque des années 80. Arnold Schwarzenegger, le gros macho invincible des films d'action américains, qui se fait poursuivre à travers la forêt comme une héroïne de slasher movie. Voilà ce qu'on appelle de la vraie subversion. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. Parce qu'après s'être presque noyé en tombant dans une rivière, il se traîne sur la berge et... Là, c'est game over. Il n'a pas d'autre option que de se cacher. Mais la créature n'a pas l'air de le voir. Alors Dutch commence à observer. Et c'est là que, enfin, il obtient la clé de sa victoire. La température. Ce salopard n'arrive plus à détecter le héros quand Dutch se recouvre le corps de boue fraîche pour effacer sa signature thermique. Le protagoniste réunit donc toutes les leçons qu'il a apprises, toutes les informations qu'il a pu tirer de ses altercations avec la créature, afin de préparer un ultime plan de contre-attaque, en combinant plusieurs techniques. Se camoufler grâce à des couches de boue fraîche pour effacer sa signature thermique, se servir du feu pour aveugler son adversaire, utiliser des armes primitives et silencieuses pour ne pas révéler sa position, et enfin, les pièges rudimentaires. Sauf que même avec toutes ces techniques, le combat est rude, parce que le salopard est coriace. Je suis ici, viens! Vas-y, tue-moi! Mais éventuellement, Dutch finit par vaincre l'ennemi grâce à sa compétence la plus importante de toutes, l'improvisation. Voilà pourquoi Predator de 87 est supérieur à Predator Badlands. Dans le scénario du dernier, la survie du protagoniste ne repose sur rien d'autre que des artifices de narration médiocres, comme le hasard ou la chance. Alors que dans l'original, le héros réussit à triompher contre l'adversité en accumulant de l'expérience. Et c'est justement cette petite nuance qui différencie un film culte intemporel d'un vulgaire produit de corporation aseptisée, conçu uniquement pour vendre des jouets de supermarché et condamné à sombrer dans l'oubli total d'ici quelques semaines seulement. Mais bon bref, si tous mes arguments n'ont pas suffi à vous convaincre de plaquer tout ce que vous avez à faire là maintenant pour aller revoir ce classique, alors j'ai juste un dernier message pour vous. Bon Dieu, vous êtes qu'un ramassis de lopettes ici. Faites-vous les mâchoires avec ça et vous pendrez comme des dinosaures. Regardez-moi.